Merci de nous retrouver pour cette édition. Notre focus, le secteur agricole. Après plusieurs tentatives d'immigration en Europe, il décide de revenir en terre natale, s'investir et suivre sa vraie passion, l'agriculture. Il fait pousser des fruits incroyables jusqu'ici cultivés en Europe. Il s'appelle Bidima Rahman, l'invité Believe in Africa. À tout de suite. En général, mes journées commencent avec une bonne dose d'inspiration. Je rencontre, j'apprécie, je découvre de nouveaux talents. En fin de journée, l'inspiration est toujours là. Hey, c'est tout! Et je suis fier de servir cette Afrique qui regorge de talents. Castel Beer, le goût de la réussite. Dear televiewers, welcome back. Nous sommes en compagnie de Monsieur Bidima Rahman. Bienvenue. Merci. C'est un plaisir de vous avoir. Honoré également d'être avec vous. Vous avez fait le déplacement de Foumbot pour Douala, pas très fatigué? Plutôt fatigué puisque le voyage s'est fait de nuit avec la grande pluie sur la route et les secousses dans la voiture. C'était pas évident. Mais grâce à Dieu, nous sommes là en bonne forme. D'accord. Pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs qui ont soif de vous connaître? Je suis Bidima Rahman, un jeune agriculteur basé du côté de Foumbot, dans le grand bassin de production agricole au Cameroun. Je suis marié et père de 3 enfants. J'exerce dans la profession de l'agriculture. Alors, vous étiez dans le taxi. Vous avez exercé cette activité en tant que taximan. Oui. Est-ce que vous pouvez partager avec nous votre expérience si on faisait un retour en arrière? En fait, je commence dans le taxi par envie, par détermination, par envie de réussir. Parce que même avant de faire le taximan, je suis électricien de formation. J'ai eu mon CAP. Bon, j'ai laissé l'école parce que à cause des difficultés financières, j'ai préféré plutôt que maman continue à payer la pension de mes petits frères. Moi, déjà, avec mon tournevis, je pouvais déjà exercer la profession et avoir mon petit argent de poche. J'ai donc commencé à travailler dans une société de collabo opérateur où j'étais un technicien. Je travaillais avec un de mes amis qui m'a positionné, qui m'a introduit dans la société. Le salaire était minable, mais on avait beaucoup d'avantages que le patron ne connaissait pas. C'est grâce à ces avantages-là que j'ai pu acheter mon premier taxi. Quand j'ai commencé le taxi, j'avais même pas le permis. Carrément. J'avais pas le permis, la voiture n'avait presque pas de papier, de pièces. Donc je faisais le clando. Je travaillais soit de nuit, soit le matin, à la première heure. C'était en zone rurale? En zone rurale, oui. Le taxi brousse, qu'on appelle communément au Cameroun le clando. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué en tant que taximan? En fait, je m'intéressais bien à ce travail parce que je travaillais no stress, quoi, si je peux dire. J'avais pas de pression. D'abord, aux heures où je commençais le travail, il n'y avait pas d'embouteillage. Les rues étaient dégagées, vous travaillez sans pression. Il n'y a pas de bouchons, il n'y a pas de contrôle de police qu'il faut payer par-ci, par-là. C'était vraiment une expérience passionnante. Je garde beaucoup de bons souvenirs. De bons souvenirs. Alors, vous avez fait plusieurs tentatives infructueuses vers l'Europe, oui, d'immigration. Oui. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Peut-être je peux dire que c'était pas la bonne étoile parce que j'ai pris toutes les dispositions pour que ça se passe bien. J'ai fait 1, 2, 3 tentatives. Vers quel pays? Vers l'Europe, l'Espagne, la France, l'Italie. La première aventure, j'avais vendu presque tout ce que j'avais à Yaoundé, où je vivais déjà assez aisé. J'ai vendu le taxi. Je voulais aller en aventure à la quête de l'Eldorado pour amener les véhicules, rouler dans les grosses Mercedes, comme je vois aussi les jeunes de mon âge. Avec quelques amis, 2, 3 amis, on a tenté la première aventure par bateau. Wow. Elle s'est soldée par un échec cuisant parce qu'on a commencé du côté de Douala, au port autonome de Douala. Nous sommes tombés sur des dockers un peu véreux. Nous sommes entrés dans la cale du bateau, les bateaux qui portent les billes de bois. On a trouvé un repère, mais malheureusement, l'aventure s'est arrêtée
à la sortie des eaux territoriales camerounaises, parce que d'abord, nous n'étions pas préparés. Et il y a un contrôle de routine. Vous aviez au moins vos papiers? Non, c'était dans les cales de bateau. On a voyagé dans les cales Pas de passeport, rien. Passagers clandestins. Les bateaux qui portent les billes de bois. Les petites provisions qu'on avait fait étaient épuisées. Et on attendait que le marin, d'après les paroles du docker, devait venir nous donner à manger. Il a fallu donc se dénoncer et c'est comme ça qu'on nous a rapatriés. Vous êtes agriculteur. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à rentrer dans ce domaine? Avant d'arriver dans l'agriculture, j'ai vécu trois tentatives ratées. La première, comme je vous ai dit, par bateau. La deuxième, toujours par bateau. Troisième tentative, j'avais prêté de l'argent à la maman dans une association du quartier. Les tontines, comme on connaît. Maman m'a donné de l'argent. Je suis allé par la route. Ça n'a pas marché. Le retour a été très difficile parce que il fallait faire les petits boulots de pays en pays pour venir au point de chute au Cameroun. Donc, à mon retour, il fallait maintenant que je rembourse l'argent de maman. Étant presque ruiné à zéro, ça n'a pas été facile. J'avais plus la possibilité de recommencer à zéro dans une ville où vous avez connu un certain succès, vous étiez taximan, vous aviez votre propre voiture, vous travaillez, vous étiez déjà à un certain niveau de classe sociale, plus ou moins stable. Donc le retour ne pouvait plus se faire dans la même ville. C'est de là que j'ai donc décidé de rentrer au village. Et j'allais même oublier de vous dire, j'ai failli faire la prison à la deuxième tentative. Parce que quand nous, en passant par Kribi, l'officier qui était chargé d'instruire notre dossier, quand il nous a arrêtés, il avait été très sévère. Il avait décidé de suivre la procédure, il va nous poursuivre devant la loi pour immigration clandestine. Et au moment de signer le mandat de dépôt, il fallait qu'on avise un membre de la famille que nous sommes en train de... qu'il sache au moins que nous sommes en train de partir en prison. Bon, le hasard a fait que j'appelle ma maman pour dire « Maman, bon maintenant, alors si c'est grave, je suis en train de partir en prison, il faut que tu viennes signer le mandat de dépôt. » Maman est venue avec un de mes cousins. Dieu merci, quand maman entre dans le bureau du commissaire, elle se retrouve nez à nez avec son camarade de classe pendant environ 5 ans. Ils ont fréquenté de la 5e jusqu'en terminale. Et c'est lui qui dit, mais Madame Mayo, qu'est-ce que vous faites ici là? La maman lui dit, je suis venu signer le mandat de dépôt de mon fils qui doit être déféré. Il dit, mais c'est ton fils que j'allais mettre en prison. C'est de là que j'ai eu la vie sauf. Sinon, aujourd'hui là, peut-être je serai encore derrière les barreaux pour immigration clandestine. D'un commun accord avec maman, je rentre au village, du côté de Fumbot. J'arrive donc à Fumbot, où je vivais avec une de mes cousines, Awa, qui m'a hébergé chez elle pendant presque 6 mois. Je commence d'abord le petit commerce des arachides où j'achète à Fumbot, là où on produit, pour essayer de vendre à Yaoundé. 1-2 fois, ça ne marche pas. Je commence à faire le pousse-pousse, cette petite machine qui permet de porter les petits bagages moyennant finance. Je commence à faire le pousse-pousse dans la ville de Fumbot pour pouvoir survivre. Pour pouvoir survivre et rembourser la dette de maman. J'ai fait le pouce pendant environ 3 ans dans la ville de Fumbot, où j'ai connu un franc succès parce que j'étais parmi les meilleurs pousseurs de Fumbot. Tellement gentil, serviable. Beaucoup de gens étaient étonnés de voir un grand garçon comme moi faire ce métier qu'on qualifie souvent de dégradant. J'ai beaucoup travaillé au grand marché vivrier de Fumbot, où les Gabonais, les Guinéens viennent faire le marché. Ils viennent acheter par camion les marchandises, la patate, la tomate, les choux. Et il faut... Les fruits des champs. Les fruits des champs, il faut conditionner dans les sacs pour charger dans les camions. Je suis recommandé par beaucoup de Gabonais à comme porteur. Comme porteur. On chargeait
les gros sacs de patates, les sacs de choux, les sacs de 150, 200 kilos. On portait à l'épaule, on mettait dans le camion. Et on allait souvent faire le marché de contre-saison. Parce que quand certaines denrées, certains vivres finissaient à Fumboat, on allait dans certains bassins de production les rechercher. C'est de là que commence le déclic de me retrouver dans l'agriculture. Parce que je collaborais beaucoup avec les agriculteurs. C'est moi qui étais même déjà chargé par les Gabonais de rechercher les meilleurs producteurs de choux, de patates pour la livraison aux Gabonais. Donc j'ai collaboré avec beaucoup d'agriculteurs. Je voyais beaucoup de techniques de travail qui étaient un peu différentes de chez nous à Fumboat où on a le grand bassin de production. Les techniques de travail dans d'autres bassins étaient un peu plus améliorées par rapport à celles que les agriculteurs à Fumboat utilisaient. C'est comme ça que je me dis, mais si on produit à contre-saison, les Gabonais ne vont plus faire le marché dans tous les bassins pour chercher les vivres, si on peut les contenir sur place. C'est comme ça que tout doucement, par les renseignements, je commence à me lancer dans la production. Et comment est-ce que vous avez acquis les terres que vous cultivez? Les terres que je cultive, ce sont... Est-ce que c'est un héritage? Est-ce que... Bon, c'est vrai quand même que mes grands-parents ont laissé du terrain, mais le terrain sur lequel je travaille, c'est un terrain qui est en location. Je loue le terrain où je travaille. Vous avez réussi à cultiver des raisins, des fraises, des pommes. Quand j'étais petite, on disait les pommes de France. Oui. Comment est-ce que vous avez réussi à le faire sur la terre au Cameroun? Comment est-ce que vous avez réussi? En fait, c'était toujours la passion que j'avais pour l'agriculture. Est-ce que vous avez été formé? Non, j'ai pas été formé dans l'agriculture. J'ai pas fait une école d'agriculture où je me suis formé. C'est juste la passion, la détermination qui m'a amené à faire moi-même mes propres recherches avec déjà la facilité qu'on avait de l'accessibilité à Internet sur les téléphones portables. J'étais quelqu'un qui faisait les recherches pour savoir comment on cultive tel ou tel vivre. Donc c'est comme ça que j'ai peaufiné ma formation pratique. Et avec aussi les conseils que je prenais chez des collègues, chez des jardiniers. C'est là que je me suis dit, mais tiens, il y a des fruits comme les fraises, les raisins, les pommes. On a toujours ce mythe que ça ne pousse pas chez nous en Afrique. C'est là que j'ai pris goût. Je me suis dit, mais tiens, si je fais ça, si j'essaie d'expérimenter ça, qu'est-ce que ça va donner? Je ne perds rien. C'est des graines comme des graines de tomates de Macabo. Vous devez seulement, vous me mettez à terre, vous suivez un processus de culture et ça y est, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé avec les fraises, j'ai mis en valeur. On a eu un très bon résultat. Je suis allé avec les raisins. On a essayé de produire. Dieu merci, malgré les caprices, les difficultés, on a eu du succès comme les médias ont parlé. On a essayé avec les pommes qui ont été très difficiles pour adapter ça au climat local, mais avec la détermination, le courage, on a pu faire pousser les pommes. Magnifique. On a vu ces belles images de vos plantations. Vraiment, ça fait rêver. On a quand même envie de savoir quelles sont les techniques que vous utilisez pour avoir un résultat aussi magnifique. J'ai toujours eu dans ma vie envie de bien faire, de marquer ma présence, mon passage. Même lorsque je faisais le pouce, lorsque je faisais le taxi, j'avais une passion pour ce que je faisais. Je travaillais au vivre frais, à Fumboat, le grand marché de vivre frais qui alimente la sous-région d'Afrique centrale. Les décharges vivrières, les déchets vivriers qui sont produits dans le marché étaient entassés dans un coin du marché. Et je me rendais compte, toujours par des observations, que mais tiens, quand vous voyez les tomates ou les pastèques ou les patates qui poussent là-bas, il y a toujours une différence. Je me suis dit que mais tiens, et ça pousse sans qu'on ait mis un engrais chimique. Je me suis donc dit que si j'essaie donc d'implémenter, de rassembler ce fumier, et maintenant de le transporter, ces déchets, sous forme de compost, je l'amène dans un terrain neutre, quel résultat je vais avoir? C'est comme ça que j'ai commencé donc avec les petites expériences. Je creusais le fumier, d'abord dans les petits sacs. L'espace que j'avais loué, c'était un espace de savane. Un espace où les gens disaient qu'on ne peut pas produire, ce n'est que des cultures comme le manioc qui peuvent pousser. Moi, j'ai donc dit que je vais donc faire pousser alors les choses, je vais faire pousser les cultures en terre de savane.
les cultures comme la tomate, les pastèques. J'ai commencé à rassembler le fumier. Je suis donc devenu comment dirais-je, comme les gens m'ont surnommé après, le chef poubelle, parce que j'apportais toutes les poubelles de la zone de Fumboat pour extraire le fumier que je faisais transporter par camion entier pour aller verser dans la plantation. Le résultat est là. Hein. Le résultat est là. Magnifique. Quand les gens même avec qui je travaillais au début, il y avait beaucoup d'appréhension que je n'ai jamais fait dans l'agriculture, mais subitement, je veux devenir un agriculteur chevronné. Ils ont été convaincus du résultat. Même les membres de ma famille, au début, ne comprenaient pas beaucoup mon intérêt. Mais avec le temps, ils ont vu que non, il fallait vraiment laisser cet entêtement pour avoir le résultat que beaucoup de gens connaissent aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez partager avec les téléspectateurs vos difficultés au quotidien, d'accord, dans ce secteur, parce que c'est forcément un peu difficile. Comment est-ce que vous gérez toutes vos difficultés, ces challenges, les intempéries, etc. Partagez avec nous. Bon, il y a aussi, au début, quand je commençais, limité par les moyens pour mettre en œuvre mes expériences pour les différentes cultures, l'apprentissage des cultures, j'ai toujours dans la détermination, dans l'entêtement, j'ai mis sur pied un accessoire agricole qui permettait de réduire la pénibilité des travaux agricoles. Un vélo bricolé où on pouvait monter différents accessoires pour faire les travaux d'entretien sur les cultures semées en ligne. Le rendement que le vélo me faisait, à une personne, ça équivalait au travail de 5 personnes en une journée. Moi, j'ai fait ce vélo, c'était dans l'optique de limiter les dépenses, accroître le rendement, mais avec moins de dépenses. Mais à ma grande surprise, le vélo a eu un très franc succès. J'ai commercialisé une 50aine de pièces sur commande. Vous l'avez monté vous-même? Je l'ai monté avec l'aide d'un ami soudeur. On a fait des ajustements, des modifications, 1, 2, 3 pièces. Et après, on a eu ce que je voulais et ça a donné un très bon résultat. Ça permettait de faire des travaux de sarclage, des travaux de butage sur les cultures semées en ligne. La main-d'œuvre est souvent très capricieuse. Quand vous voulez faire dans l'agriculture, il faut avoir au moins le b.a.-ba, les notions élémentaires. Parce que parfois, quand vous prenez les ouvriers, ils veulent toujours vous imposer leur façon de travailler. Pourtant, c'est vous qui devez leur dire, voici comment je veux qu'on travaille, comme un entrepreneur. Il ne faut pas être celui qui dit seulement par passion, je veux faire l'agriculture, mais ne sachant même pas comment on arrête la houe, ne sachant même pas comment on dirige une équipe de travail. Il y a la gestion des ouvriers qui n'est pas facile. Il faut leur montrer que ce que vous leur demandez de faire, vous avez eu à faire ça. Donc vous savez, il y a la difficulté réelle de la main-d'œuvre qualifiée. De la main-d'œuvre qualifiée. C'est très difficile. J'ai travaillé avec beaucoup de jeunes entrepreneurs, de jeunes techniciens supérieurs, des ingénieurs sortis des écoles agronomes, agricoles. Mais je me rends compte que malheureusement, ces techniciens, ces ingénieurs qu'on forme en 3-4 ans n'ont pas le tact du terrain, n'ont pas la réalité pratique sur le terrain. Ils savent pas, ils n'ont d'expérience. En fait, c'est d'après le vécu que j'ai eu que sur le terrain. Ils n'ont d'expérience que le tableau et la craie blanche. Ils savent pas aller sur le terrain, ils n'ont pas la réalité du terrain. Parlons d'équipe, les personnes avec qui vous travaillez. Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée sur le nombre? L'exploitation que j'ai actuellement du côté de Koutaba, où je gère environ 6 hectares, j'ai 4 ouvriers permanents, 3 garçons et une fille qui est chargée de faire la cuisine pour l'équipe, et une vingtaine d'ouvriers temporaires qui travaillent chaque jour pour les différentes tâches. Wow. Et coordonner ce travail, ça demande toute une logistique. Les produits que vous cultivez, je veux dire les fruits de la terre, est-ce que c'est évidemment destiné à la consommation, on est d'accord? Oui. Oui. Mais comment est-ce que vous faites pour fixer les prix? On ne produit pas dans la masse. On ne produit, c'est pas parce que dans la zone de Fumboat, à Mars, les gens produisent le maïs que vous aussi vous allez produire le maïs. Il faut produire en fonction de la demande réelle du marché. Qu'est-ce que le marché demande? C'est en fonction de ça que vous produisez. De telle sorte que quand vous récoltez les produits de la terre,
la demande sur le marché est très forte. La loi de l'offre et de la demande. Quand je produis à contre-saison, quand je fais les récoltes, je mets en vente, généralement même c'est le marché qui vient à moi. Je n'ai pas besoin d'aller me bousculer dans le marché pour chercher la clientèle. C'est la clientèle qui vient à moi parce que la denrée que je récolte à la période de X ou Y, elle est demandée sur le marché. Mais comment est-ce que vous faites pour appliquer ces prix? Est-ce que c'est en fonction du marché, du comportement des fournisseurs? Oui. Est-ce que vous vous accordez pour arrêter un prix? D'accord. Comment est-ce que comment ça se passe? Le prix standard est souvent arrêté par le marché. C'est le client qui vient à vous. Quand le client vient à vous, naturellement, la denrée qui coûtait 10 francs va se retrouver à 15 ou 20 francs. Il y aura une plus-value. C'est quoi le réseau de distribution? Comme je vous ai dit, moi, dans mon système de travail, je travaille toujours en opposition de phase. Mes denrées sont toujours... C'est toujours le client qui vient à moi. Quand je produis, normalement, mes vifs, la demande sur le marché est très forte. Le client qui vient avec sa logistique de transport, de travailleurs pour récolter, parfois même c'est le client lui-même qui récolte et on fixe le prix. Mais sinon, dans le timing normal où vous produisez, il faut écouler sur le marché. Soit vous avez un réseau de grossistes dans les grands marchés vivriers où ils viennent faire les achats, vous les livrez. Maintenant, c'est eux qui se chargent maintenant de distribuer chez les revendeuses pour que ça arrive dans le plat du consommateur. Est-ce que ces produits sont aussi acheminés hors du Cameroun? Oui, les produits sont acheminés hors du Cameroun parce que on a, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup travaillé avec les Gabonais, j'ai beaucoup travaillé avec les Guinéens. Ils font le marché sous-régional. Donc la plupart, une bonne partie des produits que je sors sont souvent achetés par les grossistes gabonais et guinéens. Alors, le secteur agricole, c'est vraiment une niche aujourd'hui. C'est un secteur incroyable. On voit ce que vous faites, ce qui est vraiment, ça me laisse sans voix. Dites-moi, est-ce que quelque part, vous avez pensé à diversifier votre activité, voire transformer déjà ce que vous produisez? La diversification de l'activité, elle s'est faite d'elle-même. Parce qu'au début, avec le boom des réseaux sociaux au Cameroun, les publications que je mettais en valeur, à l'époque, j'étais presque le seul qui faisait dans ce genre de publications où je mettais mon travail en valeur. Je montrais aux gens comment on cultive ceci. Tous les travaux que je faisais, je les relayais sur les réseaux sociaux. Et ça qui a été vraiment, comme je dis, le clic, le starting block de l'activité Bidima. Les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidé à me lancer. Donc, en parlant de diversification, elle est venue d'elle-même parce qu'au début, en même temps que j'étais producteur et j'excellais dans la production, beaucoup de gens m'appelaient pour demander conseil. Beaucoup de gens m'appelaient pour remettre à niveau leur plantation parce qu'ils ne savaient pas. La plupart s'investissaient avec leurs millions, leur logistique de gros tracteurs, de gros moyens financiers, mais ils n'avaient pas la capacité de gestion. Ils ne savaient pas comment on gère une activité agricole, une exploitation agricole. Pour eux, c'était seulement que j'achète les grains de tomates, les grains de maïs, je vais s'aimer, sans savoir qu'il faut d'abord faire. Il faut savoir nourrir les ouvriers, il faut savoir les loger, il faut savoir organiser le travail, et il faut savoir produire pour pouvoir générer les bénéfices et récupérer les charges inhérentes à la production. Donc l'activité s'est diversifiée parce que je fais en même temps, je suis consultant dans beaucoup d'écoles, dans beaucoup de structures au Cameroun, à l'étranger. Je gère des plantations à distance au Gabon, en Guinée, en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui veulent travailler selon ma méthode de travail. Alors, à travers cette émission, Believe in Africa, nous sommes ouverts sur le monde. S'il y avait une solution ou un message à faire passer, quelles seraient les solutions pour le rayonnement de l'agriculture au Cameroun, d'après vous? Il y a plusieurs choses. L'agriculture au Cameroun, on la voit encore comme... Nous avons des terres assez fertiles. Il y a deux extrêmes. Une partie, on voit l'agriculture d'abord pour les gros industriels. Il faut la logistique des tracteurs, des usines. Il y a l'autre extrême, le niveau 1, où on voit l'agriculture comme la grand-mère qui va au champ, qui récolte le maïs. Pourtant, il y a une plus-value qu'on pourrait générer dans
le développement de notre du pays à travers l'agriculture. On prendra le soin de rendre l'agriculture au Cameroun de manière un peu plus professionnelle, de manière pratique. Moi, quand je fais les stages avec des jeunes élèves, des étudiants, c'est 90% de pratique. On doit être agriculteur avec les bottes. Il faut vivre ce qu'on fait. Il faut se salir. Il faut se salir pour être agriculteur. Mais les jeunes de maintenant, ces jeunes qui sont sortis des écoles diplômés, quand ils arrêtent leur cursus scolaire, ils n'ont même pas envie de venir se salir les doigts dans le sol. Il faut d'abord rendre de manière un peu plus professionnelle et revoir un peu les techniques de travail. Je vous prends un exemple. Toujours dans ma quête dans mes travaux, j'avais été contacté par la FASA, l'école la faculté qui forme les ingénieurs agronomes au Cameroun. Le doyen m'a contacté par l'entremise d'un de ses professeurs. Il m'a dit, Monsieur Bidima, j'ai besoin de vous dans mon université. Je voudrais que vous veniez un peu booster le moral théoriquement des apprenants. Je lui ai dit, Monsieur le doyen, avec tout le respect, moi, je ne sais même pas ce que je vais dire devant ces ingénieurs niveau 1, niveau 3. Moi, je n'ai pas été formé dans une école d'agriculture. Je n'ai pas de niveau professionnel, je n'ai pas fait une école. Il me dit non, j'ai besoin que vous contaminiez votre amour pour l'agriculture à ces élèves parce qu'ils ne savent pas. J'ai accepté l'invitation, je suis venu devant une trentaine d'élèves en cycle d'ingénierie. Mais je me suis rendu compte, quand je venais, j'avais peur. Parce que je me disais que non, je vais avoir affaire à des têtes pensantes, des cerveaux. Mais je me suis rendu compte que la plupart des apprenants qui étaient devant moi n'avaient aucune connaissance pratique. La plupart n'avaient même pas encore mis en œuvre un champ de tomates. La plupart n'avaient même pas encore mis en œuvre un champ de pastèques, mais c'était des ingénieurs premier, deuxième, troisième cycle. Donc, notre gouvernement gagnerait à ce que l'agriculture soit un peu plus professionnelle, plus pratique. S'il fallait vous donner tout de suite là les papiers, est-ce que vous serez prêt à vivre en Europe? Est-ce que vous serez prêt à vraiment laisser tout tomber, votre activité actuelle, et repartir en Europe? Est-ce que ça sera possible? Non, je dirais que ce serait plus possible. J'ai déjà une passion pour l'agriculture dans mon pays. J'ai envie de montrer à ces jeunes que ensemble, on peut aller très loin, on peut développer notre pays seulement avec la production agricole. S'il fallait vous refaire, oui. Qu'est-ce qui serait à refaire? Je serais prêt à refaire les bancs, apprendre la théorie afin de coordonner théorie et pratique. Un message de fin à l'endroit des entrepreneurs. Oui. Il y a une chose que j'ai remarqué dans ma petite vie dans le domaine de l'agriculture. Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'on appelle entrepreneur agricole. Je vous prends un exemple. Quand on dit le mot entrepreneur, nous on l'a connu dans le bâtiment. On appelle un grand entrepreneur pour construire un immeuble. C'est l'entrepreneur qui connaît le plan de construction de la fondation, qui connaît le dosage des parpaings, qui connaît la couleur qu'il va donner à vos murs, qui connaît les clous pour la charpente, la toiture. J'ai donc voulu mettre cette qualificatif dans le mot entrepreneur agricole. C'est quelqu'un qui doit connaître tous les domaines de l'agriculture, comme un entrepreneur industriel fait dans la construction d'un immeuble. Il n'est pas logique que quelqu'un qui se dise entrepreneur agricole ne sache même pas comment on loge les ouvriers dans un campement agricole. Il est inadmissible que quelqu'un dit « je suis entrepreneur agricole ». Tu ne sais pas comment tu organises la ration des ouvriers dans un chantier. Tu ne sais même pas comment tu gères les ouvriers. Mais il va se dire, mais bizarrement, malheureusement, il a un diplôme qui lui permet de se dire entrepreneur, de se dire ingénieur. Il faut vraiment apprendre. L'école ne peut pas nous donner tout au Cameroun. Pour faire des recherches, on a déjà la facilité de l'accès à Internet sur les téléphones portables. Beaucoup de jeunes que vous voyez dehors, quand ils sont sur les téléphones portables, c'est seulement pour les réseaux Facebook, sans grands intérêts.
Apprenez à faire des recherches. Il y a des ingénieurs qui ont été formés, qui ont fait des études par rapport à mettre en œuvre le niveau de l'agriculture. Apprenez de vos expériences. Ne vous découragez pas. Allez-y, tout doucement. Ne pas toujours se dire, je vais attendre, j'ai fait l'école de formation en agriculture, je suis technicien, je vais attendre tout du gouvernement. Mets en œuvre ce que tu connais avec la portée. Profitons de l'instant présent. Il y a les réseaux sociaux qui nous aident. C'est une publicité gratuite. On voit vos capacités de travail et sûrement quelqu'un va s'intéresser à votre travail. En général, mes journées commencent avec une bonne dose d'inspiration. Je rencontre, j'apprécie, je découvre de nouveaux talents. En fin de journée, l'inspiration est toujours là. Hey, c'est tout! Et je suis fier de servir cette Afrique qui regorge de talents. Castel Beer, le goût de la réussite. J'admire votre passion, votre détermination pour l'agriculture. Les terres, ça ne trompe pas. Ça ne trompe pas. On cultive, on récolte. C'est Dieu qui donne, comme on le dit. Vraiment, bien des choses à vous pour la suite. Et bon retour à Fumbot. On a réellement beaucoup appris. L'agriculture, c'est un secteur à saisir. On va tous s'y mettre. C'était Believe in Africa. Rendez-vous très prochainement. Ça sera avec un autre talent d'Afrique. Ciao, ciao.